Au cœur de l'imaginaire collectif, le pape noir se dresse comme une figure à la fois fascinante et inquiétante. Qui est vraiment ce personnage dont le surnom évoque un pouvoir rival à celui du souverain pontife ? Dans les cercles de la conspiration, on parle d'un homme capable de tirer les ficelles de l'Église catholique depuis l'ombre, d'un chef occulte façonnant décision et doctrine à l'abri des regards. Mais derrière ces récits flamboyants, que nous enseignent les archives et les témoignages crédibles, à quel point la légende a-t-elle déformé la réalité historique ? La tradition populaire associe le titre de pape noir au supérieur général de la Compagnie de Jésus, l'ordre fondé par Ignace de Loyola au début du XVIe siècle. Dès lors, ce chef de la puissante congrégation jésuite serait perçu comme un antipape, un maître caché guidant l'Église vers ses desseins secrets. Toutefois, les documents officiels de la Compagnie n'ont jamais reconnu cette appellation, pas plus que le Vatican ne l'a jamais utilisée. Cette absence cruelle de sources formelles crée un vide que les pamphlets et les libelles se sont empressés de combler. Au fil du XVIIe et du XVIIIe siècle, la polémique anti-jésuite prit de l'ampleur en Europe. Sous l'influence de régimes hostiles à la papauté, monarchie protestante, courant gallican, intellectuels des Lumières, circulèrent sur de nombreux écrits calomnieux. On y dépeignait un supérieur général omnipotent, dictant au pape blanc ses orientations politiques et religieuses. Pourtant, ces récits se fondaient souvent sur des témoignages de seconde main et des allégations non vérifiées. Que faut-il retenir de ces sources ? Sont-elles le reflet d'une idéologie anticléricale ou d'une peur réelle de la contagion jésuite ? L'examen des archives romaines et des correspondances conservées dans les bibliothèques pontificales offre une vision plus nuancée. Les supérieurs généraux successifs, s'ils jouèrent un rôle influent dans l'éducation, la diplomatie et les missions lointaines, demeuraient soumis à l'autorité pontificale. Leur engagement à obéir au pape, au même titre que l'ensemble des religieux, fut constamment réaffirmé. Pourtant, dans les traités de théologie politique de l'époque, on discerne parfois une tension entre la loyauté institutionnelle et l'expertise doctrinale des jésuites, perçus comme redoutables conseillers. Comment expliquer alors le glissement vers cette image d'ombre tutélaire ? L'invention de la presse imprimée favorisa la diffusion rapide de pamphlets satiriques et de gravures moqueuses. Ces représentations caricaturales, souvent signées par des dissimulateurs protestants ou des francs-maçons naissants, accentuèrent le contraste entre la soutane blanche du pape et la silhouette noire du supérieur général. Les gravures de rue, vendues bon marché, ancraient dans les esprits l'idée d'un duel silencieux entre deux papes. Au-delà des polémiques, la Compagnie de Jésus s'est construite comme un réseau d'écoles, de collèges et de missions. Son influence intellectuelle était tangible, de l'enseignement des sciences naissantes aux langues orientales, en passant par l'astronomie et la philosophie. Certains avancent que les jésuites jouèrent un rôle majeur dans la préservation de savoirs antiques et dans la transmission de textes interdits. N'était-ce qu'un service rendu à la culture universelle ou dissimulait-il des projets plus obscurs ? Les témoignages de voyageurs et de missionnaires rapportent qu'aux confins de l'Empire ottoman ou en Chine impériale, les jésuites s'efforçaient de dialoguer avec les élites locales, souvent en intervenant comme médiateurs politiques. Leur habileté à tisser des alliances diplomatiques attisa la méfiance de puissances concurrentes qui les accusèrent d'espionnage et de subversion. Ici encore, seulement la réalité de l'influence était déformée par la paranoïa géopolitique. L'ombre d'un service secret jésuite grandit dans l'esprit de ceux qui craignaient la contagion catholique. Pourtant, nombre d'historiens contemporains s'accordent à dire que, loin d'être un État dans l'État, la Compagnie demeurait une structure religieuse avec ses limites institutionnelles. Ni les bulles pontificales, ni les décrets royaux, parfois hostiles à l'ordre, n'ont permis de faire du supérieur général un maître véritablement autonome. Les suppressions du XVIIIe siècle, ordonnées par plusieurs cours européennes, témoignent de la vulnérabilité de l'ordre face aux souverains temporels. À travers les siècles, la mythologie du pape noir a alimenté récits creux populaires, romans à sensation et, plus récemment, thrillers ésotériques. Des auteurs comme Umberto Eco ou Dan Brown ont transformé ce personnage en corde sensible. Entre vérité historique et pure fiction, le lecteur hésite à démêler le vrai du faux. Quel effet produit cette confusion sur notre compréhension du passé ? Ne risque-t-on pas de substituer au savoir critique une légende séduisante ? Dans les laboratoires d'érudition, on retrouve parfois des manuscrits annotés, des lettres cryptées et des registres de réunions clandestines.
Ces traces, loin de prouver une occultation systématique, soulignent le mode de fonctionnement discret propre à toute administration religieuse. Ne faudrait-il pas distinguer l'efficacité administrative du secret conspiratif ? Où commence l'exercice légitime de la diplomatie, et où s'achève la supposée manipulation ombrageuse ? Alors que nous ouvrons ces coffres d'archives, le voile se lève progressivement sur les origines réelles de la légende. Entre l'exagération polémique et la force institutionnelle, l'image du pape noir se niche dans un entre-deux, reflet des peurs et des fantasmes d'époques troublées. Comment dès lors séparer l'histoire documentée des récits forgés par la colère ou la méfiance ? Ce questionnement nous conduit à explorer plus précisément la naissance même de ce titre si évocateur. Au tournant du prochain chapitre, nous nous pencherons sur les premières mentions écrites du pape noir, sur la signification originelle de cette appellation et sur les auteurs qui l'ont popularisée. Nous tenterons d'identifier la frontière ténue entre satire politique, refus confessionnel et vérité historique. Ainsi, le mystère gagnera en clarté, non pas pour être résolu définitivement, mais pour nous inviter à poursuivre notre enquête dans les archives de la Compagnie de Jésus. Lorsque l'on songe au pape noir, c'est d'abord une formule qui éveille l'imagination. Un contre-pape tapi dans l'ombre, vêtu non de blanc immaculé mais de ténèbres, capable de guider à distance le destin de l'Église. Pourtant, cette image saisissante ne naît pas d'un simple caprice littéraire. Elle trouve son origine dans un climat politique et religieux agité, où les mots avaient droit le pouvoir d'infléchir les alliances, de cristalliser les peurs et de nourrir les haines. C'est donc en scrutant les premiers écrits qui mentionnent ce surnom que l'on perçoit comment la légende s'est peu à peu brodée, à la croisée de la satire, de la défiance confessionnelle et de la stratégie éditoriale. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, l'Europe est le théâtre de conflits intenses. Guerre de religion en France, affrontements entre royaumes protestants et papautés, querelles internes au sein même du catholicisme. Les jésuites, ordre nouveau fondé en 1540 par Ignace de Loyola, se distinguent rapidement par leur discipline, leur formation intellectuelle et leur engagement missionnaire. Leur supérieur général, habillé de noir, contraste avec la silhouette blanche du pape régnant. Cette simple opposition visuelle entre le froc jésuite et la soutane pontificale devient aussitôt un symbole fort, prêt à être exploité par les plumeurs d'opinion. Les premières mentions explicites du terme « pape noir » apparaissent dans des pamphlets anonymes et des libelles hostiles à la Compagnie de Jésus, diffusés à partir des années 1580. Ces textes, souvent imprimés en Suisse ou dans les provinces néerlandaises, s'adressent à un public déjà sensibilisé à la menace supposée que représentaient les jésuites pour les libertés civiles et religieuses. Les auteurs anonymes jouent alors de ce contraste chromatique. Comment imaginer un pouvoir parallèle, une papauté secrète, lorsque la figure la plus austère de l'Église adopte une couleur qui symbolise le mystère, la gravité, parfois le mal. L'un des écrits les plus célèbres de cette époque est sans doute le Monita Secreta, publié en 1612. Présenté comme un manuel confidentiel de la Compagnie de Jésus, ce faux document détaille des instructions visant à manipuler rois et princes, à infiltrer les institutions publiques, à corrompre tout adversaire. Si les jésuites ont vigoureusement nié l'authenticité de ce texte, le qualifiant de pur faux forgé par des ennemis, plusieurs rééditions et traductions en ont fait un best-seller clandestin, enrichi de commentaires indignés et de gravures démoniaques. Or, c'est précisément dans ces éditions que l'expression « pape noir » se stabilise, pour désigner ce souverain en coulisses, détenteur d'un pouvoir occulte équivalent, voire supérieur, à celui du souverain pontife. Au cœur de cette construction, la couleur même du vêtement jésuite joue un rôle symbolique majeur. Le blanc de la soutane papale évoque la pureté, la clarté divine, tandis que le costume noir du supérieur général suggère l'inconnu, l'insondable. Dans l'imagerie populaire et les gravures satiriques, on voit le pape blanc et le pape noir s'affronter ou converser à huis clos, comme des co-régents rivaux. Cette mise en scène visuelle se déploie sur les façades des imprimeries, dans les foyers aisés, avant d'être reprise sous forme déployée par les caricaturistes de rue qui vendant leurs feuilles à bas prix aux passants curieux. Mais les premières mentions ne se limitent pas au milieu protestant. Des auteurs gallicans, soucieux de limiter le centralisme romain, ont également exploité cette image ambiguë. Ils y voyaient un moyen de critiquer l'ingérence jésuite dans les affaires françaises et de rappeler au roi son rôle de premier protecteur de l'Église gallicane. Dans leurs écrits, la référence au pape noir devient parfois plus subtile,
empreinte d'ironie. Comment croire qu'un homme, aussi pieux soit-il, puisse rivaliser avec le pontife élu par Dieu, sinon en secret? À mesure que les éditions clandestines se multiplient, le qualificatif se diffuse dans les milieux les plus divers. Des voyageurs anglais envoient des rapports alarmistes à la couronne, évoquant un réseau jésuite international capable de subvertir la perfide Albion. Des pamphlets espagnols, eux aussi hostiles aux jésuites, n'hésitent même pas à associer le pape noir à Satan en personne, jouant sur la peur du mal invisible, rampant derrière l'apparente orthodoxie de l'ordre. Pourtant, lorsque l'on remonte aux archives internes de la Compagnie de Jésus, on découvre une réalité plus prosaïque. Le supérieur général porte bien un habit noir, signe de pauvreté et d'humilité, conformément aux règles de l'ordre, mais il ne porte aucune autre couleur ni signe distinctif. Aucun document officiel, bulle pontificale, décret, correspondance, n'utilise le terme de pape noir. Il s'agit avant tout d'un stigmate forgé par la propagande adversaire, repris et amplifié par la presse naissante. Comment alors distinguer la vraisemblance historique de la surenchère polémique? Les érudits modernes ont entrepris de recenser les premières occurrences exactes de l'expression, de comparer les filigranes des pages imprimées, de confronter les typographies. Ils constatent que ce sont souvent les mêmes ateliers d'imprimerie, en marge du contrôle des autorités ecclésiastiques et civiles, qui ont lancé cette rhétorique. L'absence de relecture officielle, ou le refus de relire, a permis au terme de se propager sans frein. La signification profonde du pape noir renvoie également à une crainte plus intime, celle d'une église secrète, d'un pouvoir sans visage véritable, échappant à tout contre-pouvoir humain. Aux yeux des contemporains, la figure du pape blanc incarnait un ordre visible, hiérarchisé et connu, tandis que la silhouette noire symbolisait un ordre tentaculaire, difficile à cerner, prêt à agir sans être vu. Le fantasme du complot universel trouve ainsi un terreau fertile dans cet écart de couleurs, prétexte à nourrir l'angoisse d'une autorité occulte. Cependant, ce titre ne s'est pas limité aux pamphlets anciens. À l'orée du XIXe siècle, les romanciers gothiques anglais reprennent l'image du pape noir comme motif littéraire, l'insérant dans des récits d'ombres et de secrets. Plus tard, dans les cercles ésotériques du XXe siècle, cette légende est associée aux sociétés initiatiques et aux théories du complot moderne. Chaque écho ravive la mémoire collective du supérieur général jésuite, mais déconnecte un peu plus la légende de la réalité institutionnelle. En définitive, la genèse du titre Pape Noir est un exemple saisissant de la manière dont les mots peuvent façonner une histoire parallèle. En exploitant un contraste visuel et une méfiance morale, des pamphlétaires ont tissé une légende qui a circulé sur plusieurs continents et persisté à travers les siècles. Les premières sans soi mention révèlent autant sur les stratégies de communication de l'époque que sur les peurs confessionnelles. Elles invitent aujourd'hui à la prudence. Tout récit, même le plus séduisant, mérite d'être confronté aux sources, examiné à la lumière des archives et replacé dans son contexte. Dans le chapitre suivant, nous quitterons ces rumeurs imprimées pour nous immerger dans l'épopée fondatrice de la Compagnie de Jésus. Comment Ignace de Loyola et ses compagnons ont donné naissance à cet ordre singulier dont le supérieur général est devenu par la suite le protagoniste occulté de tant de récits. Nous découvrirons la réalité de leur première mission, les idéaux qui les animaient et les conflits initiaux qui posèrent les jalons de leur influence mondiale. Dans le sillage des libelles qui baptisèrent dit le chef de la Compagnie de Jésus, Pape Noir, un homme se dresse comme pivot de toute cette épopée, Ignace de Loyola. Après avoir exploré les origines de ce surnom mystérieux, nous revenons maintenant à la source même de l'institution jésuite, là où la vocation de quelques hommes allait donner naissance à l'ordre le plus influent de la contre-réforme. Comment un jeune noble espagnol, attiré par la gloire militaire, se métamorphosa-t-il en fondateur d'une compagnie vouée à l'obéissance absolue au pape? Quels idéaux et quelles circonstances permirent aux premiers jésuites de se déployer en maîtres de l'éducation et de la diplomatie catholique? C'est ce voyage extraordinaire que nous allons suivre. Ignace de Loyola voit le jour en 1491, dans un petit château fortifié des montagnes basques. Fils cadet d'une famille noble, il rêve d'abord de chevalerie et de bataille. Or, en 1521, lors du siège de Pampelune, une balle de mousquet fracasse sa jambe, à l'assaut des troupes françaises. De longues semaines de convalescence vont forger sa destinée. Incapable de reprendre les armes,
il se tourne vers la lecture de vies de saints et de traités de dévotion. Cette transition, brutale et impérieuse, soulève une question. Comment un homme forgé au feu de la guerre accepte-t-il le silence de la prière? L'intensité spirituelle prend alors racine, ouvrant la voie à une quête mystique. Ignace entame un pèlerinage pénitent. De Manresa à Jérusalem, de Rome à Montserrat, il tente d'incarner la pauvreté évangélique. À Manresa, à l'automne 1522, il compose ses célèbres exercices spirituels, un guide de méditation destiné à fortifier la volonté et à purifier le cœur. C'est là que germe l'idée d'un corps de religieux, vivifié par une discipline martiale de l'âme, capable de servir la papauté sans fléchir. Mais ce rêve ne naît pas dans l'isolement. Il se nourrit des rencontres, de l'inspiration du désert et du témoignage de saints comme François d'Assise. Ainsi, Ignace élabore un programme où la rigueur se conjugue à l'adaptabilité. Chaque jésuite sera à la fois soldat et contemplatif. À Paris, où il s'installe en 1528 pour y poursuivre des études de théologie, Ignace croise son premier compagnon d'armes spirituelles, Pierre Favre, puis Francis Xavier, et bientôt d'autres étudiants, dont Diego Lainez. Le 15 août 1534, au sommet de la colline de Montmartre, ils prononcent leurs vœux de pauvreté et de chasteté, prenant l'engagement de se consacrer à la mission de Dieu et, clarté étonnante, de marcher partout où le Saint-Esprit les enverrait. L'objectif initial est la Terre Sainte, mais les vents politiques en décideront autrement. Dès lors, un ordre nouveau naît, fondé non pas sur une charte d'ancienneté, mais sur l'élan d'une promesse collective. Pour obtenir la reconnaissance pontificale, Ignace et ses compagnons se rendent à Rome en 1537. Les négociations avec le pape Paul III durent 3 ans, entre défiance de la curie et enthousiasme de certains cardinaux. Finalement, en septembre 1540, la bulle Regimini Militantis Ecclesiae érige officiellement la Compagnie de Jésus avec Ignace comme premier supérieur général. Ce chef d'un ordre militaire de Dieu se voit investi d'un pouvoir sans précédent. Nul ne peut nommer un jésuite hors de son autorité, et tous doivent lui obéir comme au souverain pontife. Cette centralisation, supérieure à celle de tout autre ordre, jette les bases de ce qui deviendra la légende du Pape Noir. Le rayonnement jésuite s'affirme aussitôt. Les collèges et les maisons de formation se multiplient dans les grandes villes universitaires, Rome, Louvain, Lisbonne, Goa. Dans ces établissements, les élèves suivent le Ratio Studiorum, programme pédagogique rigoureux où les humanités, la philosophie et les sciences sont enseignées selon des méthodes nouvelles. Disputatio, grammaire comparée, exercices oratoires. Quel contraste avec les universités médiévales! Les jésuites proposent un enseignement vivant, tourné vers l'action sociale et la mission. Cette approche leur vaut l'admiration des souverains catholiques, en quête d'une élite instruite pour gouverner et défendre la foi. En parallèle, le zèle missionnaire des jésuites les conduit aux confins du monde connu. En 1549, François Xavier débarque au Japon, ouvrant une porte sur l'Asie. Quelques années plus tard, Matteo Ricci s'installe en Chine, échangeant avec les mandarins et traduisant les classiques confucéens en latin. Les collèges de Goa servent de plaque tournante pour les routes maritimes entre l'Europe, l'Inde et l'Extrême-Orient. Le visage universel de la compagnie se dessine, visible tant dans les cartographies qu'elle inspire que dans les récits rapportés aux chancelleries européennes. Chaque mission jésuite renforce l'idée d'un ordre véritablement global. Pourtant, cette ascension fulgurante n'est pas sans controverse. Les critiques fusent de toutes parts. On accuse les jésuites de placer la loyauté à leurs supérieurs au-dessus de l'obéissance royale, d'exercer une influence occulte sur les souverains, voire de détourner les revenus ecclésiastiques. Les intellectuels protestants dénoncent leurs méthodes comme des subterfuges, tandis que certains évêques catholiques s'inquiètent du monopole pédagogique. Les salons gallicans voient dans ces hommes noirs les agents d'un centralisme romain oppressif. À quel point ces accusations sont-elles fondées? L'étude des procès et des lettres de la curie révèle une tension permanente entre autonomie locale et obéissance au chef suprême. Malgré ces tensions, l'ordre des jésuites se fait gardien d'un patrimoine intellectuel considérable. Astronomes comme Christophe Grienberger scrutent les étoiles depuis l'observatoire du Collège romain,
mathématiciens tels que Christopher Clavius élaborent le calendrier grégorien. Les jésuites publient des traités d'astronomie, de géographie, de botanique. Cette fusion de foi et de science séduit l'élite, tout en alimentant les soupçons de ceux qui craignent que l'essence profane ne contamine le sacré. Les archives universitaires conservent des manuscrits annotés, vestiges d'un dialogue constant entre l'Église et la modernité naissante. Au cœur de cette dynamique, la figure du supérieur général s'impose comme pivot d'un réseau qui relie Rome à Lisbonne, Pékin à Lima. Chacun de ses successeurs, de Lainez à Acquaviva, de Bobadilla à Claudio Acquaviva, façonne la structure interne, développe les missions, gère les tensions. L'exercice de ce pouvoir, extrêmement discipliné, confère à la compagnie une capacité unique à rester cohérente face aux crises. N'y a-t-il pas là les premiers contours du pape noir? Non pas un comploteur omnipotent, mais un administrateur habile, manœuvrant entre loyauté au pontife et efficacité missionnaire. Alors que s'achève ce récit de la genèse jésuite, on perçoit combien les origines de la compagnie sont indissociables de son succès spectaculaire et de l'appréhension qu'elle suscite. De la blessure d'Ignace à la bulle pontificale, de la première école à la conquête missionnaire, chaque étape ajoute une pierre à l'édifice de ce que certains appelleraient un empire spirituel. Et pourtant, derrière le mythe, demeure un ordre façonné par des hommes en proie aux doutes, aux rivalités et aux urgences du temps. Dans le prochain chapitre, nous scruterons de plus près le rôle précis du supérieur général, ce « pape dans l'ombre », pour comprendre comment son autorité interne a nourri la légende du pape noir et façonné la perception du monde jésuite. Nous verrons comment, loin d'être un simple administrateur, ce chef unique a suscité fascination et crainte, jetant les bases d'un pouvoir invisible mais redouté. Depuis la fondation de la Compagnie de Jésus, la figure du supérieur général a suscité fascination et respect, au point d'être parfois surnommé le pape dans l'ombre. Après avoir exploré l'émergence du surnom de pape noir et la genèse de l'ordre jésuite, nous tournons maintenant notre regard vers l'homme ou la femme qui, du cœur de Rome, orchestre l'un des réseaux religieux les plus étendus de l'histoire. Qui est cet administrateur tout-puissant, à la fois confesseur discret du souverain pontife et stratège implacable dans la gestion des destins spirituels et matériels de l'Église? Le poste de supérieur général trouve sa source dans les constitutions rédigées par les Consuégés par Ignace de Loyola et ratifiées en 1553. Conçu comme serviteur des serviteurs de Dieu, le supérieur reçoit toutefois des pouvoirs inédits: nomination des dirigeants locaux, surveillance des finances, supervision des écoles et validation des missions lointaines. Toute décision, qu'elle concerne l'ouverture d'un collège à Lima ou la nomination d'un économe à Coimbra, passe par son aval. Cette centralisation témoigne d'une volonté de cohésion intransigeante. Chaque jésuite, en prononçant ses vœux, s'engage à obéir pleinement à l'autorité générale, garantissant une unité de action exceptionnelle. La manière dont le supérieur général est élu contribue grandement à sa stature singulière. Réunis en congrégation générale, un collège d'évêques et de supérieurs provinciaux se retire en conclave secret, parfois pendant des semaines, pour choisir parmi les candidats dont la formation et l'expérience ont été préalablement soupesées. Dans ces délibérations intenses, où les voix s'élèvent pour débattre de la foi, de la discipline et de la mission, se forge une légende, celle d'un homme providentiel, désigné non par l'ambition, mais par un murmure supposé inspiré par l'esprit. N'est-ce pas cette aura de mystère qui nourrit l'idée d'un souverain invisible, capable de décider du sort des âmes et des royaumes sans jamais apparaître en public? Parmi les premiers supérieurs généraux, Claudio Acquaviva illustre le rôle décisif de cette charge. Sous son gouvernement, la compagnie atteint un âge d'or. Nouvelle mission en Asie, fondation de collèges en Europe centrale, adaptation du ratio studiorum. Mais c'est surtout sa correspondance, longue de milliers de lettres, qui révèle la nature véritable de son autorité. S'adressant à la curie, aux rois de Pologne ou aux empereurs du Saint-Empire, Acquaviva négocie privilèges et exemptions, tisse des alliances et éteint les dissensions internes. De cette correspondance naît l'image d'un pouvoir souterrain, d'une ombre diplomatique agissante en coulisses. Cette influence dépasse le cadre purement religieux. En pleine querelle gallicane, le supérieur général se fait l'allié ou l'adversaire des cours royales, selon que celles-ci soutiennent ou persécutent la compagnie. Des archives révèlent Bampor Canal des mémoires dans secret, destinées au pape et éloignées des regards royaux,
où sont consignés les noms des partisans et des opposants au sein de la cour de France. Quelle peut être la marge de manœuvre d'un tel architecte de la politique temporelle ? Comment conjuguer la loyauté papale et les nécessités diplomatiques, sans fléchir devant les pressions séculières ? À l'aube du XVIIe siècle, lorsque le souffle de la Réforme gronde encore, certains rois protestants accusèrent le supérieur général de servir d'espion pour la papauté, faisant de lui un maître du renseignement international. Certes, les jésuites admettaient la collecte d'informations politiques, mais sous couvert de protéger les intérêts de l'Église. Dans les récits matinés de fantasmes, ce recueil d'intelligence se transformait en un réseau d'agents clandestins, capables de renverser dynasties et de fomenter des complots. Qui sait où s'achève la spéculation et où commence la réalité des rapports secrets ? Sur le plan institutionnel, l'obligation de subordination absolue renforce le mystère. Aucun jésuite, pas même un provincial influent, ne peut passer outre une décision du supérieur général. Cette soumission a été la marque distinctive de la compagnie, un gage de cohérence mais aussi un terreau pour la méfiance. Les critiques ont vu dans ce lien un parallèle avec l'Inquisition, reprochant aux supérieurs jésuites de juger sans appel et de créer un tunnel de commandement opaque. Les procès intentés contre quelques provinciaux exilés exposent ces tensions. Entre justice interne et justice romaine, la frontière demeure imperceptible pour l'observateur extérieur. Si l'on pénètre dans les appartements pontificaux du Palazzo dei Convertendi, on découvre des archives jalousement gardées. Registres des visites, procès-verbaux de réunions, instructions confidentielles rédigées de la main du supérieur général. Ces documents, longtemps inaccessibles, témoignent avant tout d'une administration minutieuse, soucieuse de corriger les dérives disciplinaires et de rationaliser l'action missionnaire. Plutôt qu'un synode occulte, il s'agit d'un centre de pilotage où chaque pièce administrative joue son rôle pour maintenir la compagnie au sommet de son efficacité. Le rituel même de la réception des rapports en dit long sur l'identité secrète de ce commanditaire. Les lettres sont cachetées, légendées pour les yeux du père général uniquement, puis sauvegardées dans un coffre-fort doté de plusieurs serrures de nature différente, chacune confiée à un responsable distinct. L'exigence de confidentialité n'est pas un simple artifice symbolique, mais un principe de gouvernance. En quoi cette discrétion administrative s'est-elle muée dans l'imaginaire collectif en manipulation ténébreuse ? Au fil des siècles, chaque titulaire de la charge apporta sa nuance, tandis que certains supérieurs généraux privilégiés partaient la rigueur théologique, d'autres renforcèrent à ça l'appareil éducatif ou mirent l'accent sur les œuvres sociales. Néanmoins, le point commun reste l'exercice d'un pouvoir à la fois très concret, organisation de missions, gestion financière, orientation doctrinale, et très discret, soustrait à l'examen public. Entre les salons intellectuels et les chancelleries secrètes, la figure du pape dans l'ombre s'est ainsi imposée, non par des gestes spectaculaires, mais par l'efficacité silencieuse d'une administration pointue. À l'ère moderne, le supérieur général continue de diriger un réseau qui s'étend sur tous les continents. Bien que l'expression « pape noir » soit désormais reléguée au récit sensationnaliste, son héritage subsiste dans la perception persistante d'un pouvoir caché. À l'heure où les jésuites s'engagent sur des questions variées, justice sociale, dialogue interreligieux, éducation supérieure, la question demeure: comment concilier transparence et tradition d'obéissance, légitimité ecclésiale et exigence de confidentialité ? En définitive, le portrait du supérieur général révèle un équilibre subtil entre autorité visible et présence discrète. Loin du stéréotype du conspirateur omnipotent, il s'agit d'un leader pastoral et administratif façonné par une tradition d'obéissance et d'excellence. Pourtant, cette nature bimorphe, à la fois ouverte et secrète, nourrit sans cesse le mythe d'un souverain parallèle, un contre-pape tapi dans l'ombre. Dans le prochain chapitre, nous explorerons plus avant les rapports complexes entre ce pape dans l'ombre et le pape blanc, pour comprendre si cette dualité relevait d'une coopération secrète, d'une rivalité feutrée ou d'une complémentarité réfléchie. Après avoir dévoilé les origines du surnom de pape noir et retracé la naissance de la compagnie de Jésus, observons à présent la relation complexe entre le supérieur général et le souverain pontife lui-même, le pape blanc. S'agit-il d'une alliance harmonieuse au service d'une même Église, ou bien d'une rivalité discrète nourrie par la crainte d'un pouvoir parallèle ? Dès la fondation de l'ordre en 1540, le pape Paul III reconnut dans la ferveur et la discipline des jésuites un instrument essentiel à la contre-réforme.
dans la bulle Regimini Militantis Ecclesiae, il concéda au supérieur général un pouvoir inédit, nommer les supérieurs provinciaux, diriger les missions lointaines et veiller à l'unité doctrinale, tout en demeurant lui-même responsable devant le pontife. Cette configuration instaura une coopération officielle. Le pape blanc dotait les jésuites d'une mission globale, et ceux-ci apportaient au siège apostolique leurs ailes missionnaires, leur réseau intellectuel et leur influence auprès des cours européennes. Sous Pie V, le rôle des jésuites se renforça. En 1566, ils furent chargés de confesser de haut le prélat et de former les futurs théologiens du Concile de Trente. La complémentarité semblait parfaite. Tandis que le successeur de Pierre prêchait la réforme morale, les jésuites en diffusaient les principes dans leurs collèges et universités, préparant ainsi une génération d'évêques et de ministres catholiques. Cette coopération, soigneusement codifiée, assura la relance de la spiritualité catholique face aux hérésies protestantes. Pourtant, l'obéissance absolue promise par chaque jésuite n'éteignit pas des tensions sous-jacentes. Le pape Paul IV, lui-même ancien cardinal anti-jésuite, publia en 1550 une bulle, Licet ex debito, restreignant l'autorité des jésuites dans les diocèses. Il redoutait qu'un ordre aussi centralisé et mobile n'échappe à tout contrôle épiscopal. Dès lors s'installa une dualité. Le supérieur général était à la fois le fidèle collaborateur du pape et un redoutable administrateur échappant largement aux intermédiaires habituels de l'Église. Au siècle suivant, les jésuites devinrent des acteurs incontournables de la diplomatie pontificale. Envoyés comme apôtres aux cours de Vienne, de Lisbonne ou de Madrid, ils servaient à la fois la mission évangélisatrice et les intérêts temporels du palais du Vatican. Les archives révèlent qu'ils jouaient un rôle de conseiller secret, prodiguant au pape des analyses de politique et des rapports confidentiels sur l'état des États européens. Pour le pape blanc, cette ombre était précieuse. Pour ses adversaires, elle incarnait une puissance occulte. La rivalité se manifesta plus crûment lors de la crise janséniste au début du XVIIIe siècle. Opposés aux thèses rigoristes de Port-Royal, les jésuites firent impression sur le pape Clément XI pour qu'il condamne officiellement les variations jansénistes. En 1713, la bulle Unigenitus vint mettre fin au débat, mais au prix d'un éclat sévère entre la curie et une frange de l'épiscopat français. Le pape blanc dut alors naviguer entre l'exigence théologique des jésuites et le désir d'apaisement de la monarchie de Louis XIV. Dans l'ombre des conclaves, l'influence jésuite fit naître des murmures de complot. Certains témoins assurent que des talents d'espionnage furent mis à profit pour évaluer les candidats au trône de Pierre. Tableaux de vote, listes de cardinaux favorables ou hostiles, rumeurs glanées auprès des ambassadeurs. Si la réalité était loin d'un scénario de roman, ces pratiques renforcèrent la réputation d'un pape noir, maître des loges discrètes où l'on façonnait les contours de la Sainte Église. Au cours du XVIIIe siècle, la méfiance devient véritable hostilité. Les Bourbons de France et d'Espagne, appuyés par la noblesse portugaise, accusent les jésuites d'intrigues financières et politiques. Sous la pression conjointe des cours catholiques, le pape Clément XIV finit par signer en 1773 la bulle Dominus ac Redemptor, supprimant la Compagnie de Jésus. Ce geste extrême révèle combien, même au cœur du Vatican, le rapport entre le supérieur général et le pape blanc pouvait basculer de l'alliance à la rupture. Pourtant, une véritable réconciliation s'amorce sous Pie VII en 1814, lorsque la Compagnie est restaurée. Les nouveaux supérieurs généraux acceptent cette fois de réduire le caractère quasi monarchique de leur charge, tout en demeurant fidèles au pape. Nombre de contemporains saluant alors ce retour comme une preuve d'humilité jésuite et comme la marque d'une large coopération renouvelée. Les jésuites retrouvent leur rôle d'éducateurs et de missionnaires, mais cette fois dans un cadre institutionnel explicitement réaffirmé par le pontife. La plus étonnante des collaborations se révéla en mars 2013, lorsque Jorge Mario Bergoglio, jésuite argentin, est élu pape sous le nom de François Ier. Pour la première fois, le supérieur général et le pape blanc sont un seul et même homme. Ce retournement historique brouille les frontières entre les deux charges et interroge les schémas traditionnels de pouvoir. Le nouveau pape, conscient de l'image séculaire du Pamplans du pape noir, choisit de marcher pieds nus dans Rome et de privilégier la simplicité, redéfinissant ainsi le rôle de la compagnie dans la pastorale contemporaine.
Aujourd'hui encore, le ton du pontificat François témoigne de cette tension fondatrice. Une Église ouverte aux périphéries, attentive aux plus pauvres, tout en s'appuyant sur la force intellectuelle et les réseaux éducatifs jésuites. L'influence n'étant plus perçue comme manipulation occulte, mais comme service humble et collaboratif. Toutefois, la question persiste. Un pouvoir dispersé à travers un réseau mondial peut-il jamais se détacher des ombres qu'on lui prête ? À travers ces siècles, l'histoire des rapports entre le supérieur général et le pape blanc oscille donc entre coopération sincère et rivalité feutrée. Chaque alliance ponctuelle ou conflit public a alimenté la légende d'un duel silencieux, vibrant au rythme des bouleversements religieux et politiques de l'Europe. Cette relation à la fois complémentaire et ambiguë souligne combien le pouvoir, même sacré, ne trouve de légitimité que dans l'équilibre entre clarté et mystère. Dans le prochain chapitre, nous plongerons au cœur de ces jeux de pouvoir en examinant les manœuvres diplomatiques par lesquelles la Compagnie de Jésus a exercé une influence politique majeure, parfois détournée contre les princes chrétiens eux-mêmes. Nous découvrirons comment le pape dans l'ombre a su tirer parti des alliances internationales pour défendre ses intérêts et ceux du siège apostolique. À travers les siècles, la Compagnie de Jésus a su déployer un réseau diplomatique d'une finesse peu commune, façonnant les rapports de force entre les puissances chrétiennes et privilégiant les intérêts du siège apostolique. Dès les premières années qui suivirent la bulle Regimini Militantis Ecclesiae, les jésuites furent repérés comme d'excellents médiateurs. Leur formation humaniste, leur maîtrise des langues et leur obéissance rigoureuse au supérieur général en faisaient un des envoyés de choix, dignes de naviguer entre protocoles et intrigues de cour. Au XVIe siècle, alors que l'Europe se déchirait entre catholiques et protestants, la Compagnie se fit l'artisan discret de négociations parfois vitales. À la cour de Lisbonne, un père jésuite, familier des arcanes portugaises et des castes néerlandaises, offrit ses bons offices pour échanger prisonniers et artisans militaires, entretenant la position de l'Espagne comme phare de la contre-réforme. À Madrid, le lien étroit entre Philippe II et certains provinciaux jésuites permit de dicter les orientations de la politique coloniale et d'obtenir du pape la confirmation de privilèges ultramarins. Parallèlement, dans les États italiens, les émissaires de la Compagnie jouèrent un rôle capital pendant la guerre de Naples et plus tard au cours de la guerre de succession d'Espagne. Leur capacité à réunir les voix des diplomates, des prélats et des nobles locaux déborda les seuls enjeux ecclésiastiques. On leur attribue la négociation d'un retrait partiel des troupes françaises de Milan en échange de concessions religieuses sans que Rome ne soit publiquement engagée. De tels succès confortèrent l'idée que le pape noir tirait les ficelles à l'abri des yeux. En France, la présence jésuite fut longtemps perçue comme une influence néfaste. Pourtant, lors des guerres de religion, certains capitaines catholiques durent leur réconciliation avec la couronne à l'intervention de pères confesseurs du roi. Ces derniers, mandatés par le supérieur général, établissaient un parallèle entre la restauration de la paix civile et l'unité doctrinale, montrant que la stabilité politique servait la cause de l'Église. Cette tactique, respectueuse des intérêts monarchiques, valut aux jésuites la reconnaissance de Catherine de Médicis, malgré les frondes protestantes. La diplomatie jésuite ne se cantonna pas à l'Europe. En Asie, Matteo Ricci et ses successeurs nouèrent des liens avec les mandarins chinois, obtenant pour le pape le maintien de la présence missionnaire et la protection des fidèles. Leur habileté à respecter les rites confucéens tout en défendant la foi catholique permit d'établir un modus vivendi particulièrement fructueux. Les rapports qu'il adressait à Rome dépeignaient l'Empire du Milieu comme une puissance capable d'infléchir l'équilibre chrétien, et il recommandait d'en faire un allié indirect contre les Ottomans. En Amérique latine, les jésuites se transformèrent en négociateurs incontournables entre colons et populations autochtones. Lors de conflits frontaliers, ils proposaient des accords d'évangélisation garantissant paix et tribut aux autorités coloniales, tout en protégeant les réductions guaranis. Loin d'être de vains humanitaires, ces pères agissaient en diplomates aguerris, préservant la mainmise espagnole sur le continent et assurant au pape blanc que l'expansion de la foi se ferait selon les principes romains. Le XVIIe siècle vit l'apogée de ces manœuvres. La guerre de 30 ans offrit un théâtre où la Compagnie échangeait non seulement messages et propositions de paix, mais aussi analyses géopolitiques. Des jésuites catholiques détenus auprès de cours protestantes firent office d'informateurs, renseignant la curie sur les forces en présence et permettant au pape et au supérieur général d'anticiper les mouvements d'armée.
La conclusion de la paix de Westphalie, longtemps critiquée par Rome pour ses concessions aux princes protestants, fut pourtant préparée grâce à la médiation souterraine de certains provinciaux jésuites. Les archives pontificales conservent dans des tronçons de lettres écrites à la main, dans lesquelles le supérieur général évoque, dans un latin sobre, les alliances aux Comboini à recomposer et les guerres à éviter. Ces documents, interdits au clergé séculier, témoignent d'une diplomatie parallèle. Recommandations stratégiques, offres de territoire, garantie de neutralité religieuse. À chaque session de congrégation générale, ces rapports étaient analysés, orientant les prises de position officielles du pape dans les affaires continentales. Malgré ses succès, la diplomatie jésuite suscita des jalousies et des accusations d'espionnage. Les cours protestantes, plus enclines à voir des complots qu'à reconnaître la qualité de négociateurs, dressèrent la liste des pères noirs soupçonnés d'avoir corrompu leurs ministres ou leurs officiers. Les gravures satiriques représentèrent ces hommes en costume de mensonge, dissimulant des poignards sous leur soutane. Pourtant, derrière le folklore, les traces concrètes de manœuvres jésuites situaient surtout des tentatives de désamorcer des conflits et de protéger les populations civiles. À la fin du XVIIIe siècle, alors que survint la suppression de la compagnie, la diplomatie jésuite connut un coup d'arrêt brutal. Les réseaux établis en Europe et outre-mer furent démantelés, laissant place à l'influence directe des chancelleries nationales. Mais à la restauration de l'ordre en 1814, les successeurs d'Ignace réactivèrent de ces canaux, ajustant leur action aux nouveaux rapports de force, notamment face aux États-Unis naissants et aux empires coloniaux rivaux. Aujourd'hui encore, la tradition diplomatique jésuite perdure dans la façon dont la compagnie assume des missions pontificales spéciales, de la médiation pour la paix au dialogue interreligieux. Les pairs sont parfois appelés à siéger comme observateurs auprès des Nations Unies ou des conférences de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Leur héritage repose moins sur un pouvoir occulte que sur la compétence tranquille d'une diplomatie au service de la raison d'Église. Ainsi, derrière le mythe d'un pape noir orchestrant des complots, se dessine surtout le portrait d'un réseau efficace, discret et polyvalent, capable de naviguer dans les eaux tumultueuses des relations internationales. La raison même de ces manœuvres n'était pas la conquête du monde, mais la sauvegarde d'un idéal de paix catholique et le renforcement du lien entre le Saint-Siège et les peuples. Dans le chapitre suivant, nous explorerons les finances de la compagnie, les coffres et financements qui ont soutenu ces ambassades secrètes et permis à la papauté noire de bâtir un empire économique insoupçonné. Au cœur de la légende jésuite se déploie un aspect souvent occulté, la gestion d'un véritable empire économique alimenté par des coffres dont la rumeur prétend qu'ils contiendraient des trésors inestimables, dissimulés au regard du monde. Comment un ordre de religieux, voué à la pauvreté évangélique, a-t-il pu accumuler des ressources si considérables ? Et dans quelle mesure ces richesses ont-elles servi des desseins spirituels, intellectuels ou politiques ? C'est cette dualité entre vocation pastorale et ambition financière que nous allons explorer en ouvrant les registres poussiéreux et en suivant la trace de l'or jésuite à travers les continents. Dès ses origines, la Compagnie de Jésus sut tirer parti des legs pieux et des dons des fidèles. Chaque collège, chaque mission était doté d'un patrimoine foncier, confié en commande ou en fiducie, garantissant un revenu régulier. Les reins des campagnes italiennes, espagnoles ou flamandes enrichissaient les caisses romaines, tandis que les prieurs jésuites veillaient à la bonne gestion des terres. Très vite, la curie reconnaît l'importance de ces revenus pour financer l'éducation, la publication d'ouvrages et l'envoi de missionnaires dans les terres lointaines. Mais la concentration de ces fonds, gérés sous l'autorité du supérieur général, allait nourrir des soupçons et des récits de coffres secrets. Au cours du XVIIe siècle, la compagnie noua des liens étroits avec les monts de piété et les premières formes de banques missionnaires. À Rome comme à Lisbonne ou à Anvers, les jésuites utilisaient des instruments financiers novateurs, lettres de change, dépôts à terme, contrats d'intérêt modérés. Leur réseau d'alliés, composé de banquiers familiaux, Wettingen à Francfort, Braganza à Lisbonne, leur permettait de transférer des fonds à travers l'Europe sans passer par les circuits officiels. Cette souplesse leur offrait une autonomie précieuse vis-à-vis des États, tout en leur valant l'accusation d'avoir mis en place une économie parallèle, échappant à l'impôt royal. L'expansion outre-mer accentua ces mécanismes. Lors des grandes compagnies coloniales, les jésuites obtinrent des monopoles de commerce, tabac, sucre, épices, qu'ils exploitaient
via leur réduction. Les profits rapatriés en Europe finançaient à la fois la construction de nouvelles églises et la publication d'ouvrages scientifiques. Les registres de Goa ou de Lima évoquent descendre des cargaisons d'argent venues des mines du Pérou et du Mexique, chargées dans des galions affrétés par des capitaines jésuites. Certains récits parlent de trésors ensevelis dans des fortins, destinés à subvenir aux urgences de la foi lorsqu'un souverain s'avérait hostile. Les XVIIIe et XIXe siècles virent d'en surgir des scandales retentissants. Lorsque la suppression de 1773 frappa l'ordre, les gouvernements confisquèrent les biens jésuites. Les archives évoquent des caisses remplies de pièces d'or et des manuscrits enluminés, découverts dans des cryptes. À Naples, on ouvrit des coffres scellés depuis un siècle avec la mention « Pro missionibus Sinae ». À Paris, un trésor de reliquaires précieux rejoignit les réserves nationales. Ces découvertes attisèrent l'imaginaire populaire. Voix grave décrivait des galions engloutis près de Cuba, chargés d'un butin jésuite, tandis que les spéculateurs parlèrent de ports américains où l'on dissimulerait encore l'héritage de Loyola. Pourtant, l'étude minutieuse des budgets conserve un autre son de cloche. Les économistes catholiques de l'époque soulignaient que, loin de verser dans la prodigalité, les jésuites réinvestissaient systématiquement dans leur mission éducative et missionnaire. Les comptes annuels, imprimés pour certains collèges, détaillaient dépenses de salaire, entretien des bâtiments et fourniture de bibliothèques. L'essentiel des surplus était consacré à la publication d'ouvrages qui fondèrent la réputation scientifique de la compagnie, traités d'astronomie, manuels linguistiques, plans d'urbanisme. Le trésor jésuite n'était pas tant un coffre de pierres précieuses qu'une utfat et qu'une somme de connaissances partagées. La circulation de ces ressources reposait sur une stricte confidentialité. Dans les cryptes du Palazzo del Collegio Romano, des registres à codage complexe recensaient dans les fonds disponibles par province les noms des bienfaiteurs figués sous pseudonyme pour protéger leur identité et éviter les impositions indésirables. Les lettres signées « Affaires confidentielles » étaient transmises de la main à la main, sans cachet officiel, pour que nul ne puisse intercepter les flux de trésorerie. Cette discrétion, nécessaire à la survie de la compagnie face aux revers politiques, alimenta les légendes d'un trésor maudit, transmis de général en général. Les ouvrages de fiction ont depuis repris ces motifs. Dans certains romans ésotériques, les jésuites sont décrits comme gardiens d'un savoir millénaire, que l'on paie au prix fort, parfois la vie, pour obtenir un fragment de vérité. Dan Brown ou Umberto Eco ont popularisé des intrigues où l'or jésuite finance des sociétés secrètes, de mystérieux manuscrits ou des expéditions archéologiques. Ces fictions si captivantes soient-elles, mêlent habilement faits réels et fantaisie, rendant délicate la distinction entre l'archive honnête et l'invention romanesque. En vérité, l'empire économique jésuite se lit mieux dans les galeries de tableaux et les bibliothèques universitaires que dans les coffres scellés. Les bâtiments eux-mêmes racontent cette histoire. Le collège romain, reconverti en observatoire, conserve les instruments astronomiques financés par les revenus de la compagnie. Au Mexique, les façades baroques se dressent grâce aux dons des réductions indiennes. Chaque pierre porte la trace d'une dépense calculée, d'un don réfléchi et d'une volonté de pérenniser un idéal de savoir et de service. Au terme de cette exploration, il apparaît que le trésor secret des jésuites est avant tout un héritage financier mis au service d'un projet global. Éducation, science, dialogue interculturel. Si l'on ferme les yeux sur la complexité des contes anciens, on ne voit qu'un empire d'ombre et de rumeurs. Mais lorsque l'on se plonge dans les archives, on découvre un réseau économique voué à la diffusion de la foi et du savoir, doublé d'une prudence légendaire qui, plus que cacher un complot, protégeait une mission idéale. Dans le prochain chapitre, nous révélerons comment cette puissance financière s'est doublée d'une capacité à diffuser et à censurer les idées. Nous explorerons les mécanismes par lesquels la Compagnie de Jésus a contrôlé la circulation des doctrines et façonné la pensée européenne, entraînant parfois la répression de voix dissidentes et la préservation sélective du savoir. Au cœur de la contre-réforme, la Compagnie de Jésus s'est érigée en gardienne zélée de l'orthodoxie catholique. Mais jusqu'où les pères jésuites ont-ils exercé un contrôle idéologique sur les fidèles et les intellectuels ? Comment ont-ils façonné les courants de pensée et censuré les voix discordantes, tant à Rome qu'aux confins des territoires missionnaires ? Derrière l'image séduisante de l'École du Christ se dissimule une mécanique sophistiquée de diffusion doctrinale et de répression des hérétiques, qui a profondément marqué l'histoire de l'Église et la mémoire collective.
À la suite du Concile de Trente, l'Église catholique fit de la lutte contre l'hérésie sa priorité absolue. Promulgué en 1559, l'index des livres interdits ordonna de proscrire toute écriture jugée dangereuse. La Compagnie de Jésus s'empara alors du rôle de principal censeur. Ces provinciaux scrutaient les publications nouvelles, recommandaient des corrections et proposaient au pape la liste des œuvres à bannir. Cette fonction, officiellement dévolue à des commissions mixtes, reposait en pratique sur l'expertise théologique et littéraire des jésuites, dont l'influence grandissait dans la curie. La question se posa très vite. Un ordre dont la mission première est l'éducation pouvait-il se contenter de former des esprits libres tout en endossant la tenue du censeur ? Les ateliers d'imprimerie jésuites, installés dans les collèges de Rome, de Louvain ou de Lyon, devinrent des relais puissants pour diffuser la doctrine conciliaire. Des manuels de catéchèse, des traités de morale et des commentaires bibliques étaient publiés en plusieurs langues, destinés tant aux séminaristes qu'aux élites laïques. Ces textes, soigneusement élaborés selon le ratio studiorum, formèrent la colonne vertébrale d'une pédagogie uniforme, garantissant que chaque exercice oratoire ou chaque débat philosophique s'inscrive dans les limites autorisées. Plutôt que de se contenter de censurer, les jésuites cherchaient à remplacer la pensée suspecte par une alternative structurée, agréable et convaincante. Dans les universités, les professeurs jésuites imposèrent un programme d'études où la théologie scolastique traditionnelle se doublait d'un enseignement des sciences naissantes, débouchant sur un contrôle subtil, celui de décider quelle découverte s'insérait dans un cadre acceptable. Les astronomes jésuites, par exemple, purent commenter Copernic tout en soulignant la primauté des Écritures, évitant ainsi un affrontement frontal avec Rome. La frontière entre promotion du savoir et étouffement des idées s'avéra parfois poreuse. Certaines œuvres scientifiques furent expurgées ou présentées dans une version édulcorée, de façon à ne pas menacer la souveraineté papale sur la vérité. Aux confins de l'Empire ottoman et dans les royaumes asiatiques, les missionnaires jésuites pratiquèrent une autre forme de manipulation religieuse. En Chine, Matteo Ricci adopta les rites confucéens pour rendre le christianisme acceptable aux mandarins. Cette stratégie d'inculturation, malgré ses succès, suscita bientôt un scandale. Rome reprocha aux jésuites d'avoir compromis la pureté de la foi en tolérant des offrandes aux ancêtres. Le célèbre contre-boucanier du Vatican, chargé d'examiner cet accommodement, finit par censurer les pratiques Let-JB, rite des ancêtres, provoquant la rupture de nombreuses communautés chrétiennes chinoises. Ici, la diffusion idéologique se mua en inquisition culturelle. Ce qui avait été promu comme dialogue se transforma en règlement strict, imposé depuis Rome. Sur le sol européen, les Pères Noirs s'illustrèrent également par leur rôle dans l'Inquisition romaine. Plusieurs inquisiteurs, formés à l'université grégorienne, appartenaient à la Compagnie. Leur rigueur disciplinaire, justifiée par la nécessité de protéger les fidèles, déborda parfois le cadre de la seule hérésie théologique. Libertin, philosophe non nell'ege. Nolan Volant, ou simple critique de la curie hétérotraquée, jugé en secret et condamné à l'emprisonnement ou à l'exil. Si la figure du père confesseur inspirait confiance, celle du Tapper inquisiteur Zeit nourrissait les récits de persécution, renforçant la légende d'une papauté noire directe et impitoyable. La guerre idéologique contre le jansénisme en France illustre cette ambivalence. Lorsque, au XVIIe siècle, l'abbaye de Port-Royal se dressa contre les pratiques trop rigides ou laxistes, les jésuites se firent les champions de la condamnation des thèses de Jansénus. Le supérieur général, via des briefs signés en latin pontifiant, exigea du pape blanc l'édiction de la bulle Unigenitus. Cette décision, prise sous influence jésuite, déclencha un schisme national avec des évêques, des parlementaires et des érudits opposés à la violence théologique. Ironie suprême, un ordre voué à l'obéissance au Saint-Siège favorisa contre celui-ci une crise politique majeure. Les clandestinités intellectuelles se multiplièrent en réponse à cette censure omniprésente. Des presses protestantes, mais aussi des réseaux laïques de Parisiens et d'Italiens, éditèrent en plus des pamphlets satiriques contre les Pères Noirs, combinant caricature, satire et faux monita secreta. Ces écrits, distribués de nuit entre des bibliothèques privées, stimulèrent l'essor de la littérature clandestine, contrebalançant la diffusion jésuite. Mais l'efficacité de la répression resta forte.
La crainte de l'interrogatoire conduisait souvent à l'autocensure, et rares furent ceux qui osèrent défier le pouvoir idéologique de la compagnie en plein jour. À l'aube de l'époque moderne, la perception de la manipulation jésuite s'atténua, notamment grâce à la restauration de l'ordre en 1814 et à son adaptation aux idéaux du siècle des Lumières. Les jésuites ouvrirent de nouvelles écoles, participèrent à des dialogues œcuméniques et commencèrent à publier des revues de scientifiques reconnus. Cependant, les structures de contrôle éditorial et théologique restèrent intactes. La Congrégation pour la doctrine de la foi, héritière de l'Index, conserve des dossiers où apparaissent des noms de chercheurs surveillés, souvent sans que ceux-ci le sachent, non. Aujourd'hui, la mémoire de ces manipulations religieuses reste vive dans les débats sur la liberté académique et la censure religieuse. Alors que les universités jésuites d'Amérique latine et d'Asie sont louées pour la qualité de leur enseignement, certains chercheurs y dénoncent des clauses de non-divulgation et des limites tombent tacites sur l'étude de sujets sensibles, tels que la théologie de la libération ou les victimes d'abus. L'ombre d'un contrôle idéologique subsiste non plus dictatorial, mais assumé dans les arcanes d'une tradition qui privilégie la cohésion interne. La diffusion d'idéologie et la censure orchestrée par la Compagnie de Jésus constituent donc une dimension essentielle de son influence historique. Tantôt protectrice, tantôt coercitive, cette mécanique a façonné le paysage intellectuel occidental et missionnaire, imposant un ordre de pensée cohérent aux fidèles mais suscitant à la fois fascination et révolte. Dans le prochain chapitre, nous plongerons au cœur des fantasmes populaires et des récits de complots qui se sont emparés de ces réalités, pour tenter de distinguer le plausible de l'invraisemblable dans les théories du complot autour du Pape Noir. Dans les chapitres précédents, nous avons exploré comment la Compagnie de Jésus s'est construite autour d'un réseau complexe de diffusion doctrinale et de censure, et comment son supérieur général a tissé patiemment une toile d'influence politique et intellectuelle. À présent, nous entrons dans le royaume de l'imaginaire collectif, celui des théories du complot qui entourent le Pape Noir. Comment ces récits, parfois extravagants, sont-ils nés ? Sur quelles sources s'appuyant-ils et comment distinguer le plausible de l'invraisemblable ? Dès les premières décennies, sauf un suivant la fondation de la Compagnie de Jésus, les adversaires des jésuites cherchèrent à noircir leur réputation. L'un des plus fameux faux documents, le Monita Secreta, circula clandestinement dès 1612, prétendant révéler des instructions occultes destinées à manipuler les monarques et corrompre les élites. La rumeur fit d'un ordre grégaire voué au service du pape un centre de complot mondialisé. Mais à l'examen des manuscrits originaux conservés à la bibliothèque apostolique, il apparaît clairement que le Monita n'est qu'une fabrication polémique, rédigée dans des ateliers protestants pour affaiblir l'Église catholique. Pourtant, le simple contraste visuel entre la soutane blanche du souverain pontife et l'habit noir du supérieur général a nourri bien des imaginaires. Les graveurs satiriques des XVIIe et XVIIIe siècles représentaient chez les deux papesses côte à côte, l'une éclatante et bienveillante, l'autre vêtue de ténèbres, chuchotant des ordres secrets. Ces estampes, imprimées à bas coût et vendues dans les rues, alimentèrent la peur d'une papauté parallèle, prête à supplanter le pape blanc. Au fil des siècles, les pamphlets anti-jésuites se sont multipliés, tant en Europe qu'en Amérique latine. On y lisait que le Pape Noir disposait de coffres remplis d'or récoltés aux colonies, qu'il finançait des sociétés secrètes, francs-maçons, Illuminati, Rosicruciens, et qu'il préparait un nouvel ordre mondial sous couvert de zèle missionnaire. Ces récits, repris par des mouvements anticatholiques ou anticléricaux, trouvaient un écho dans des populations méfiantes à l'égard des pouvoirs centralisés. Pourtant, les historiens ont souligné l'absence de toute preuve tangible de ces conspirations. Les archives jésuites, désormais partiellement ouvertes aux chercheurs, montrent une comptabilité rigoureuse destinée à financer la formation des prêtres et la construction de collèges, non à nourrir des complots. Les correspondances officielles, relues et conservées dans les congrégations générales, ne laissent transparaître ni secrets obscurs, ni tractations illicites visant à usurper la tiare pontificale. La persistance des théories s'explique sans doute par la force narrative qu'elles présentent, non ? Dans l'imaginaire populaire, un pouvoir invisible et omnipotent demeure plus fascinant qu'une administration religieuse disciplinée. De plus, le secret des congrégations jésuites, réunions fermées, décisions soustraites à l'examen public, a facilité la projection des peurs et des fantasmes.
La méthode même de gouvernance, qui repose sur l'obéissance et la confidentialité, a alimenté l'idée d'une chambre noire du pouvoir ecclésiastique. Au tournant du XXe siècle, ces spéculations s'enrichirent encore du goût pour l'ésotérisme. Des sociétés initiatiques, séduites par la légende du pape noir, prétendirent posséder des arcanes jésuites, des codex perdus et des reliques mystiques. Les cercles occultes voyant dans la compagnie un gardien d'un savoir antique, transmis depuis Ignace de Loyola et stocké dans des cryptes secrètes. Là encore, aucun document historique ne corrobore ces affirmations. Il s'agit de constructions modernes, plus proches du roman gothique que de l'enquête rigoureuse. La culture populaire contemporaine a prolongé ces mythes. Des best-sellers et des thrillers ésotériques utilisent la figure du supérieur général comme chef d'orchestre de machinations planétaires. Les codes narratifs, secrets, trahisons, révélations spectaculaires, se marinent à des éléments réels, missions lointaines, archives poussiéreuses, brouillant la frontière entre fiction et histoire. Le lecteur, confronté à un mélange habile de faits et d'inventions, peine à démêler l'archive authentique du délire romanesque. Avec l'avènement d'Internet, ces récits ont trouvé un nouvel écho. Blogs, forums et réseaux sociaux abondent en théories plus invraisemblables les unes que les autres. Le pape noir contrôlerait la Banque du Vatican, fomenterait des révolutions, voire dirigerait des services clandestins d'espionnage. L'absence de vérification et la vitesse de propagation favorisent les rumeurs. Mais les meilleurs sites d'histoire, s'appuyant sur des publications académiques, rappellent systématiquement l'importance des sources primaires. Manuscrits d'époque, minutes de congrégation, correspondances datées. Face à cette prolifération, certains chercheurs ont entrepris des travaux de recensement critique. Ils ont cartographié les occurrences du terme « pape noir » dans les imprimés du XVIIe siècle, analysé les filigranes pour remonter aux ateliers d'imprimerie, comparer les versions latines et vernaculaires des textes polémiques. Le résultat est sans appel. Le mythe naît d'une stratégie de propagande, non d'un complot réel. Bien entendu, rien n'interdit de se poser des questions. Pourquoi un ordre si dévoué à l'Évangile a-t-il adopté un mode de gouvernement si secret ? Dans quelles limites l'obéissance s'écouait-elle à la loyauté ? Mais ces interrogations, nourries par l'examen des sources, diffèrent profondément des affirmations absolutistes des pamphlets. Elles ouvrent la voie à une compréhension nuancée, qui reconnaît l'efficacité administrative sans en faire un moteur de conspiration mondiale. Alors que nous nous apprêtons à scruter le rôle du pape noir en temps de crise, guerre, révolution et persécution, gardons à l'esprit l'écart entre fantaisie et réalité. Cette investigation nous montrera comment, dans les périodes troublées, les peurs et les besoins d'explication ont dopé la légende, renforçant l'aura mystérieuse du supérieur général. Que se passe-t-il quand la rumeur se mêle à l'urgence politique et quand le véritable pouvoir jésuite est mis à l'épreuve ? Voilà le prochain mystère que nous allons explorer. Après avoir examiné la genèse du surnom de pape noir, les intrigues pantofinancières mais et les rumeurs de complot, entrons maintenant dans les périodes où la légende jésuite s'est heurtée aux soubresauts de l'histoire, guerre, révolution, persécution. Comment la figure du supérieur général a-t-elle été mise à l'épreuve quand l'Europe sombrait dans la violence ou se dressait contre l'Église ? C'est au cœur de ces crises, véritable catalyseur de peur et de mythes, que le mythe d'un pouvoir occulté a trouvé sa résonance la plus intense. Au XVIIe siècle, la guerre de 30 ans déchira le continent entre princes protestants et empereurs catholiques. Les jésuites se retrouvèrent tantôt conseillers de cour, tantôt otages involontaires. À Prague, dans quelques quelques pères fétobés furent arrêtés et contraints de fuir, tandis que d'autres négociaient la libération de captifs à la demande de Ferdinand II. Dans les deux camps, on prétendait que le supérieur général tirait les ficelles, donnant ou refusant son appui selon le versement d'aumônes secrètes. Pourtant, la correspondance conservée à Rome révèle surtout un ordre soucieux d'assurer un canal de dialogue pour limiter les atrocités. Loin d'un complot, on y lit la volonté de préserver des communautés et d'influencer la paix. La Révolution française porta un coup violent à la Compagnie de Jésus. Dès 1789, les biens ecclésiastiques furent vendus comme biens nationaux. Milan, Lyon, Bordeaux virent d'eau fermer leurs collèges. Le supérieur général, informé sous pseudonyme des menaces, organisa l'évacuation de nombreux membres vers la Suisse et l'Espagne. Les pamphlets révolutionnaires évoquaient alors un pape noir ordonnant la contre-révolution paroisse par paroisse, un miroir inversé de leur propre désir de liberté.
En réalité, le leadership jésuite se concentra sur la protection des frères et la sauvegarde des archives. La légende naquit de l'impression d'une église persécutée, dont le vrai visage demeurait caché derrière des portails closes. Napoléon Bonaparte réhabilita en partie les jésuites, intrigués par leur savoir-faire éducatif. Mais il garda méfiance envers un ordre réputé trop fidèle au pape. En 1814, la bulle de restauration intervint après la chute de l'Empire et la compagnie retrouva ses structures. Les partisans de l'empereur prétendirent alors qu'il existait deux papautés, celle de Rome et celle de la papauté noire, orchestrée par un supérieur général secret. Pourtant, les procès-verbaux de l'époque montrent que les jésuites, loin de conspirer, négociaient simplement leur retour dans la légalité, acceptant des limites à leur autonomie pour préserver leur mission éducative. Le XIXe siècle s'ouvrit sur la vague révolutionnaire de 1848. À Paris, les barricades se couvrirent de graffitis anticatholiques. À Vienne, le jeune impérialisme libéral mit en accusation les ordres religieux. Les jésuites en y subirent de nouvelles expulsions. Baltimore, Mexico, Turin bannirent leur père. Dans chaque cas, la rumeur d'un pape noir organisant la résistance se répandit parmi les opposants. On prêtait aux supérieurs généraux la capacité de rallier clandestinement des insurgés avec des fonds cachés. Mais les rapports des provinces jésuites de l'époque mentionnent plutôt un recours à la diplomatie consulaire et à la presse catholique, cherchant à déconstruire les idéologies révolutionnaires par la parole plutôt que par la subversion. Au XXe siècle, deux conflits mondiaux remirent en lumière la posture discrète des jésuites. Pendant la Première Guerre, des pères s'engagèrent comme aumôniers, tandis que d'autres entretenaient des canaux de correspondance entre familles séparées. Les services de renseignement allemands, convaincus de l'existence d'un réseau jésuite d'espionnage, interceptèrent en des lettres écrites en code, pensant déjouer un plan de déstabilisation. Les archives militaires montrent en fait que ce réseau visait à rapatrier des civils et à aider les prisonniers, loin de la manœuvre politique que l'on imaginait. La Seconde Guerre amplifia ce climat. Certains jésuites furent arrêtés à Rome par les occupants nazis, accusés d'organiser la résistance. La légende grandit, la réalité montrait des prêtres cachant des juifs et des résistants, risquant leur vie pour sauver des vies. Les régimes communistes du XXe siècle portèrent un coup d'arrêt brutal à l'influence jésuite. En URSS, en Chine maoïste, à Cuba, on confisqua maisons et églises, on déportait les prêtres. Le supérieur général, informé depuis Rome, coordonna un réseau d'entraide pour soutenir les familles persécutées. Les gouvernements accusèrent alors la compagnie de vouloir imposer une papauté parallèle, un pape noir dont le mandat serait la restauration de la monarchie catholique. Les lettres clandestines, entrevues par les services de police, montrèrent au contraire un ordre mobilisé pour maintenir la foi et l'espérance en période de tyrannie. Depuis la fin de la guerre froide, la compagnie a réinvesti ces terres anciennement fermées. Les jésuites collaborent aujourd'hui à la réconciliation post-conflit en ex-Yougoslavie ou en Afrique centrale. Les critiques s'élèvent encore, parlant d'une église mondiale et occultée. Pourtant, les bilans contemporains dressent un tableau différent: engagement humanitaire, éducation de qualité, dialogue interreligieux. Les fonds gérés par le supérieur général servent à la reconstruction et à l'aide sociale, non à la manipulation d'État. Quand la crise frappe, qu'elle soit bouleversement politique, guerre totale ou persécution idéologique, la figure du pape noir se pare d'une aura nécessairement ambiguë. Les adversaires y voient un centre de décision ténébreux, les défendeurs un relais indispensable de charité et de soutien. Cette dualité, inscrite dans l'histoire tourmentée de la compagnie, alimente encore aujourd'hui la fascination et la méfiance. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans les archives secrètes et les témoignages. Nous examinerons les lettres, les carnets et les récits de terrain qui permettent de distinguer les faits documentés des récits romanesques et d'identifier les véritables leviers d'action du supérieur général en temps de crise. Alors que nous avons examiné les contextes de crise et les nombreux récits forgés autour du pape noir, il est temps de nous tourner vers les traces matérielles, ces archives poussiéreuses et ces témoignages épars qui, parfois, laissent entrevoir l'ombre d'un pouvoir réellement exercé dans l'ombre. Entre les registres scellés du Vatican, les cahiers de missionnaires égarés et les correspondances codifiées, surgissent des fragments de vérité qui méritent d'être scrutés avec la plus grande rigueur. Quels indices authentifient une autorité occulte? Et comment distinguer ces éléments tangibles des fictions élaborées par la polémique?
Les archives secrètes du Vatican, désormais rebaptisées Archivio Apostolico Vaticano, restent l'un des sanctuaires les mieux gardés de la chrétienté. Pendant des siècles, les chercheurs se sont heurtés à des murs, salles fermées à double tour, rayonnage interdit, parchemin marqué d'un tampon Utri, pour les yeux du Saint-Siège uniquement. Parmi ces fonds inaccessibles, on trouve les minutes de réunion de la Congrégation générale jésuite, soigneusement transcrites par un notaire silencieux, puis enfermées sous 7 sceaux divers. Chaque ouverture de coffre nécessitait l'accord du supérieur général et du pape en fonction. Une procédure qui, loin d'être un simple protocole, révèle l'importance accordée à la confidentialité de ces échanges. Dans ces registres, les termes sont codés. Subjectio, pour les dossiers disciplinaires, Varia Annri pour les correspondances d'indolés sensibles, Missiones Extra, pour les comptes rendus de pays éloignés. Quelques paléographes ont déchiffré, au milieu de ces abréviations, la mention de Operatione Clandestinae ou de Offertoria Specialia, parfois chiffrées en chiffres romains énigmatiques. S'agit-il de simples allocations discrètes pour l'entretien des missions ou de dons déguisés destinés à financer des entreprises moins avouables ? Là encore, la frontière entre la protection nécessaire d'une organisation mondiale et la pratique d'un secret conspiratif demeure poreuse. Mais l'archive n'est pas uniquement faite de manuscrits. Des carnets personnels, glissés parfois dans les reliures, témoignent des réflexions intimes de jésuites de haut rang. Dans la rédaction d'un ouvrage sur la Chine au XVIIe siècle, un missionnaire note en marge « J'ai remis à la Sainte Congrégation un rapport secret sur l'alliance conclue avec les mandarins à utiliser en cas de rupture. » Ce type d'annotation, longtemps passé pour un subtil folklore missionnaire, choque désormais par son caractère officiel. Ces lettres de mission, conservées à peine reliées, mentionnent directement le supérieur général, sans autre intermédiaire. Les procès-verbaux des inquisitions romaines offrent un autre éclairage. Plusieurs inquisiteurs ayant mission Mécraont, formés au collège romain, consignèrent dans leur registre des confessions de jésuites suspectés d'avoir outrepassé la simple diffusion de la foi. Ces notes, annotées de la main d'un notaire ecclésiae, décrivent des instructions données à voix basse dans la salle capitulaire ou des ordres gravés sur parchemin remis aux nonces. Si l'on y reconnaît le langage de l'Inquisition, on y trouve aussi, sous une écriture frêle, le sceau d'un secret entretenu par les plus hautes autorités de l'ordre. Les témoignages de courriers diplomatiques ne doivent pas être négligés. Envoyés papaux et ambassadeurs auprès de la curie mentionnent parfois, dans des mémoires adressés à leur souverain, la réception de briefs non signés émanant d'une source mystérieuse nommée Generalissimus. L'analyse des filigranes et des cachets montre que ces documents passaient par l'imprimerie interne de la compagnie, avant d'être acheminés via des valets discrets. Dans certains cas, on devine la main d'un archiviste jésuite habile à dissimuler l'origine réelle du message, signature effacée, regravure d'un sceau ancien, glissement de pages estampillées. Au-delà du texte, l'architecture même de certains collèges jésuites recèle des indices d'un pouvoir caché. Dans le cœur du Collegio Romano, une crypte circulaire a été récemment redécouverte, éclairée par un puits de lumière crénelé et dotée de niches muettes jadis verrouillées. Des registres décrivent cette pièce comme « camera tutelae », chambre de protection où étaient entreposés documents et artefacts jugés trop sensibles pour le commun des frères. Les fouilles menées sous les dalles du sol ont livré de petits coffrets de plomb portant des monogrammes jésuites. On ignore encore ce qu'ils contenaient. Les peintures et gravures commandées par la compagnie offrent un autre champ d'investigation. Dans une série de fresques du XVIIe siècle, un supérieur général, représenté en silhouette noire, tient un livre entrouvert où l'on distingue à peine la devise Oboedientiar. L'artiste, peut-être payé sur fonds privés, suggère un geste de transmission clandestine entre deux colonnes corinthiennes. Cette symbolique, discrète pour le profane, n'en révèle pas moins le souci de marquer visuellement un pouvoir parallèle, incarné par une figure qui, de fait, restait absente des fastes pontificaux. Ce n'est qu'avec l'ouverture partielle des archives au début du XXe siècle que des historiens ont commencé à dresser un inventaire objectif. Les experts notent que la quasi-totalité des mentions d'Ac Officium Secretum concernent des questions internes de discipline ou de sécurité des missionnaires, rarement des complots politiques. Néanmoins, la persistance jusqu'à nos jours de ces termes spécifiques invite à une hypothèse. La compagnie, consciente de son impact mondial, a voulu contrôler toute fuite d'informations.
quitte à se placer elle-même dans une posture marginale, favorable à l'entretien du mystère. Aujourd'hui, la recherche s'appuie sur une triangulation des sources, les archives jésuites, celles du Vatican et les écrits de voyageurs indépendants. Là où un seul document pourrait prêter à interprétation conspirationniste la confrontation de plusieurs récits, manuscrits codés, procès-verbaux, rapports diplomatiques, permet de reconstituer un tableau plus nuancé. Il s'agit moins de prouver une domination occulte que de comprendre comment un réseau international s'est protégé par le secret, en phase avec la culture de l'époque. Le portrait qui se dessine n'est donc pas celui d'un pape tout-puissant, mais d'une administration vigilante, soucieuse de préserver ses agents et ses missions face aux pressions extérieures. L'ombre qui plane sur ces archives témoigne d'une stratégie de précaution. Préserver la liberté d'action d'un ordre dispersé sur tous les continents. Pourtant, pour l'esprit moderne, cette discrétion alimente encore la fascination d'un pouvoir insaisissable, capable de dicter des choix éloignés du regard public. Dans le prochain chapitre, nous suivrons les traces laissées par ces index et ces archives dans les enquêtes menées par historiens, journalistes et lanceurs d'alerte. Nous verrons comment, en recoupant ces témoignages, certains ont tenté de dévoiler au grand jour les manœuvres du supérieur général et de dépouiller la légende de ses derniers voiles. Alors que nous avons parcouru les couloirs feutrés des archives jésuites et dévoilé quelques indices d'une autorité soigneusement dissimulée, une question persiste. Comment le chercheur ou le journaliste parvient-il à convertir ce murmure diffus en révélation tangible ? C'est le rôle des historiens, des journalistes d'investigation et des lanceurs d'alerte que nous allons maintenant explorer à travers leurs méthodes, leurs découvertes et les obstacles qu'ils ont rencontrés. Dès la seconde moitié du XXe siècle, des historiens comme John W. O'Malley, professeur à l'université de Georgetown, ont obtenu un accès inédit aux archives du supérieur général, jusque-là presque hermétiques. En dépouillant les minutes de congrégation générale et les correspondances privées, ils ont reconstitué les débats internes sur l'obéissance, la réforme de l'ordre et le rôle de la compagnie dans la modernité naissante qu'on croyait perdue. Leur travail rigoureux a mis en lumière non pas des stratégies de conquête mondiale, mais des tensions théologiques et administratives, parfois éclatantes, au cœur de l'empire jésuite. En parallèle, des journalistes d'investigation ont creusé un autre sillon, les finances et les réseaux de pouvoir. À la suite des révélations sur la Banque du Vatican, des auteurs tels que Gianluigi Nuzzi et Emiliano Fittipaldi ont publié des extraits de documents confidentiels, montrant comment certaines propriétés, coentreprises et fondations liées à la compagnie finançaient dans des projets caritatifs, et parfois des lobbies influents. Le Vatilix de 2012, qui exposa des mémos et des rapports critiques, jeta une lumière crue sur la proximité entre l'appareil jésuite et la curie, en dépit des dénégations officielles. Plus rares, mais tout aussi percutants, sont les témoignages de lanceurs d'alerte au sein même de la compagnie. Sous couvert d'anonymat, quelques prêtres ont livré des mémoires intimes décrivant la gestion interne des crises. Conflits de pouvoir, désaccords sur les orientations pédagogiques ou diplomatiques, refus de transparence financière. Ces récits, transmis à des cabinets d'avocats spécialisés ou à des journalistes indépendants, ont souvent servi de point de départ à des enquêtes plus larges. Ils révèlent un ordre soucieux de son unité, parfois au prix du silence. Les méthodes convergent, triangulation des sources, recoupement des dates et des signatures, confrontation des versions latines et vernaculaires, analyse codicologique des manuscrits. Un historien repère une annotation marginale dans un registre de 1623. Un journaliste y associe une lettre confidentielle de 1978. Un lanceur d'alerte confirme l'existence d'une procédure interne secrète. Ensemble, ils tissent une toile de preuves qui dépasse la légende sans jamais prétendre tout expliquer. Les révélations ne sont jamais sans conséquences. À l'époque de la restauration post-napoléonienne, les recherches d'un érudit italien, Giuseppe Alberigo, mirent au jour des rapports de congrégation où l'on discutait ouvertement d'un plan de rénovation de l'ordre, incluant la censure de certains manuels de théologie. Ces documents, publiés dans les années 1960, provoquèrent une onde de choc. Comment imaginer que les jésuites aient envisagé d'anticiper les mutations culturelles par une sélection proactive des savoirs ? Le débat universitaire s'enflamma, relançant la défiance populaire. Plus récemment, des équipes pluridisciplinaires rassemblant historiens, économistes et sociologues ont étudié les donations des grandes familles européennes, Farnèse, Est, Médicis,
pour mesurer l'impact économique des biens jésuites sur les économies locales. Leurs travaux, publiés dans des revues académiques, mettent en évidence comment la compagnie a su convertir des legs en investissements durables, tout en préservant un anonymat strict. Les archives notariales et les contrats de fiducie ont livré, pour la première fois, le détail de ces montages financiers, jusque-là jugés opaques. Quant aux journalistes d'aujourd'hui, ils bénéficient d'outils numériques inédits, bases de données de transactions, traçage d'avoirs via les paradis fiscaux, fouilles de fax et de courriels piratés. Ces enquêtes modernes ont mis en lumière des liens inattendus entre certaines fondations jésuites et des organisations non gouvernementales influentes, think tanks, universités privées, agences de développement. Le grand public découvre alors que le successeur du pape noir n'est pas qu'un mythe, mais qu'il hérite d'un héritage institutionnel dont l'étendue soulève des questions de gouvernance globale. Pourtant, le travail des lanceurs d'alerte reste risqué. Certains ont été menacés de sanctions canoniques ou de procédures disciplinaires s'ils ne tiraient pas un trait sur leurs révélations. Quelques-uns ont choisi l'exil, se réfugiant dans des universités laïques où ils ont continué à publier sous pseudonyme. Ces voix dissonantes, s'appuyant sur des documents internes, ont placé la compagnie face à ses propres paradoxes. Comment concilier l'exigence d'obéissance absolue avec le respect de la liberté intellectuelle ? Le rôle des revues spécialisées, Archivum Historicum Societatis Iesu, Church History, a été déterminant pour diffuser ces découvertes hors des cercles ecclésiastiques. En même temps, les médias grand public, par le biais de grands reportages et de documentaires, ont popularisé ces enjeux, attirant l'attention sur la part d'ombre d'une institution perçue jusqu'alors comme strictement verticale et hiérarchique. Mais au cœur de cette quête, une tension demeure. Le besoin d'information s'oppose à la culture jésuite du secret prudent. Les révélations, lorsqu'elles surgissent, semblent surgir d'un dialogue contrarié entre le devoir de vérité et la crainte de fragiliser un ordre qui vit des ruptures internes, des crises financières ou des débats théologiques. Le mythe du pape noir continue d'alimenter les fantasmes, tandis que la recherche rigoureuse contribue à le déminer. À l'aube de notre prochain chapitre, nous nous attarderons sur les campagnes anti-jésuites et les tentatives d'assassinat, pour comprendre comment ces enquêtes ont parfois protégé des vies, ou au contraire attisé les tensions jusqu'à la violence. Nous verrons comment la vérité documentée a, à certains moments, sauvé des hommes et exposé des conspirateurs imaginaires. Après avoir mis au jour les rumeurs et les stratégies secrètes du pape noir, portons notre attention sur ceux qui, au fil des siècles, se sont dressés contre la compagnie de Jésus, ennemis politiques, mouvements religieux et même tueurs isolés. Des États protestants d'Europe aux guérillas latino-américaines, en passant par les bouleversements révolutionnaires, l'histoire jésuite est marquée par des tentatives d'assassinat, des expulsions massives et des campagnes virulentes. Comment ces offensives ont-elles façonné la réputation, la résilience et la légende noire de l'ordre ? Dès la première phase de la contre-réforme, les pères jésuites furent perçus comme des agents étrangers dans les royaumes protestants. En Angleterre élisabéthaine, l'arrestation de Robert Parsons et d'Edmund Campion en 1581 illustre la violence de cette hostilité. Arrêtés sous l'accusation de complot contre la reine, ils échappèrent de peu à la potence, tandis que plusieurs de leurs confrères furent exécutés. Le spectre d'un pape noir fomentant un retour du catholicisme par la trahison et l'assassinat nourrissait la peur de la perfide Albion. Pourtant, la correspondance secrète de l'époque révèle surtout la détermination de Rome à soutenir les catholiques clandestins, plutôt qu'un dessein de renversement violent. En France, les guerres de religion mêlèrent souvent haine confessionnelle et violence ciblée contre les jésuites. À Riom, en 1583, un groupe de ligueurs tenta d'assassiner le père jésuite Claude de la Colombière, accusé d'avoir trop d'influence sur la cour. Blessé, il survécut, mais le témoignage qu'il rédigea à son chevet décrit des couteaux brandis par la fureur la plus impie. Plus tard, durant la Fronde, plusieurs collèges furent saccagés et certains pères faillirent être lynchés par des foules en colère, convaincus bolsamment qu'ils œuvraient contre l'intérêt national. Ces agressions violentes mais ponctuelles soulignent l'angoisse suscitée par un ordre réputé trop proche du pouvoir royal et pontifical. La propagation de théories de complot, comme la Popish Plot en Angleterre, 1678, intensifia la menace. Porté par Titus Oates, un faux prêtre, ce scandale fit arrêter et exécuter plusieurs jésuites, accusés de vouloir empoisonner Charles II.
Là encore, aucun document authentique n'établit l'implication de la compagnie. Pourtant, cet épisode contribua durablement à l'image d'un pape noir conspirant à l'échelle internationale, prêt à recourir à l'assassinat politique. La réalité, reconstituée par des historiens, est celle d'une machination judiciaire visant à affaiblir le catholicisme pour renforcer la monarchie parlementaire. Au XVIIIe siècle, les souverains européens entrèrent en lutte ouverte contre la Compagnie. En 1759, le marquis de Pombal, ministre du roi de Portugal, ordonna l'arrestation simultanée de tous les jésuites du royaume. Près de 1000 religieux furent embarqués vers la banquise de la Sibérie sans jugement, leurs biens confisqués. Si aucun assassinat direct n'est recensé, le destin tragique de certains exilés, morts par épuisement ou violence des matelots, renforce l'idée d'une persécution implacable. L'accusation officielle, un pouvoir parallèle menaçant la souveraineté nationale. L'expulsion fut suivie par l'interdiction généralisée de la Compagnie en France, 1764, en Espagne, 1767, et finalement par la bulle de suppression de 1773. Quand la Révolution française éclata, les pères jésuites revinrent sous le feu croisé des révolutionnaires. Entre 1793 et 1794, dans plusieurs diocèses, on traqua les prêtres réfractaires. Quelques communautés jésuites furent prises pour cible par les comités de salut public. Des témoignages évoquent des cellules clandestines où l'on organisait l'emprisonnement et la déportation de religieux, parfois jusqu'au bagne. Là encore, la figure du pape noir inspira des caricatures sanguinaires. On accusait les jésuites de fomenter une contre-révolution, à organiser des escadrons de vengeance. En réalité, la plupart des supérieurs généraux se contentèrent de coordonner l'exfiltration de leurs frères vers l'étranger. Le XIXe siècle vit renaître la colère anticatholique au sein du mouvement libéral et laïque, notamment en Italie pendant l'unification. Plusieurs églises et collèges jésuites furent incendiés, des religieux agressés. Pourtant, les actes de violence létale restèrent rares. Le nouveau danger vint d'Amérique latine, où les guerres d'indépendance et les régimes anticléricaux s'abattirent sur les ordres religieux. Dans certaines régions de Colombie et du Pérou, des milices civiques n'hésitèrent pas à abattre des prêtres pris pour cible symbolique de l'Ancien Régime. Quelques pères martyrs furent canonisés plus tard, mais leur martyrologie renforça la légende d'un pape noir immolé par la haine de la Révolution. Le XXe siècle déversera sa part de tragédie. Pendant la guerre civile espagnole, 1936 à 1939, plus de 6800 ecclésiastiques furent exécutés, dont un nombre significatif de jésuites. Les milices républicaines voyant dans chaque prêtre un relais du Vatican, donc un ennemi à éliminer. À Barcelone, des témoins oculaires racontent des arrestations de pères jésuites jetés du haut des balcons, leurs manteaux noirs se mêlant au ciel rouge de la guerre. Ces assassinats de masse ne visaient pas un complot spécifique, mais une épuration idéologique totale. Dans l'Amérique centrale, la persécution prit une tournure plus ciblée. En 1989, à l'Université Centroamericana de San Salvador, 6 prêtres jésuites, leur cuisinière et sa fille, furent froidement abattus par l'armée salvadorienne. Les criminels liés aux escadrons de la mort prétendaient éliminer un foyer de subversion marxiste. Cette atrocité, documentée par des commissions d'enquête internationales, révèle le prix payé par certains religieux engagés en faveur des pauvres et de la justice sociale. Ici, le mythe du pape noir cède la place à celui d'un ordre solidaire des opprimés, pris pour cible par des régimes autoritaires. Plus près de nous, des menaces subsistent contre des communautés jésuites en zone de conflit, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud ou aux Philippines. Des prêtres ont été enlevés, torturés ou tués par des groupes armés. Les motifs sont souvent locaux, partage des terres, alliance avec les populations indigènes, plutôt qu'une haine contre une papauté noire. Néanmoins, ces violences ravivent dans l'image d'un ordre exposé, vulnérable, dont la simple présence est perçue comme une provocation à l'autorité étatique ou clanique. À travers ces siècles d'hostilité, les campagnes anti-jésuites et les tentatives d'assassinat ont alimenté la légende d'un pouvoir invisible mais redouté. Les caricatures, les libelles et les procès politiques ont dépeint un ordre prêt à tout pour conserver son influence. Pourtant, la plupart des violences visaient moins à contrer un complot ourdi à Rome qu'à briser un réseau de soutien social, éducatif et spirituel incarné par la Compagnie.
Dans notre prochain chapitre, nous déplacerons notre regard vers l'ère contemporaine pour explorer comment, à l'âge de la transparence et de l'information instantanée, le supérieur général continue d'exercer son influence mondiale, confronté aux défis de la communication digitale et aux exigences d'une Église en mutation. Après plus de 4 siècles d'existence, la Compagnie de Jésus demeure l'un des ordres religieux les plus dynamiques et influents de l'Église catholique. Alors que nous avons exploré successivement l'origine du surnom de Pape Noir, la naissance de l'ordre, le rôle de ses supérieurs, leurs manœuvres diplomatiques, financières, idéologiques et jusqu'aux périls affrontés, il est temps de revenir à notre époque. Quel héritage le supérieur général actuel incarne-t-il et comment cet homme dans l'ombre exerce-t-il une influence mondiale dans un monde façonné par la communication instantanée, la fragmentation culturelle et les défis planétaires ? Le supérieur général, élu pour un mandat non renouvelable depuis 2016, est le père Arturo Sosa Abascal, premier jésuite latino-américain à occuper cette fonction. Installé au siège mondial de la compagnie dans les salons historiques du Palazzo Altamps à Rome, il dirige aujourd'hui un réseau de plus de 15 000 membres répartis dans près de 100 pays. Cette mondialisation de la gouvernance jésuite, à la fois source de richesse et de complexité, se traduit par un équilibre délicat entre unité doctrinale et adaptation locale. Là où autrefois les décisions prenaient des mois pour traverser l'Europe, elles voyagent désormais en quelques heures via courriel sécurisé et vidéoconférence, permettant au supérieur général de présider des congrégations régionales avec une réactivité inédite. Sur le plan éducatif, l'influence contemporaine du supérieur général s'exprime principalement à travers les universités et écoles jésuites, qui accueillent aujourd'hui plus de 500 000 étudiants dans le monde. Sous son impulsion, l'accent est mis sur l'interdisciplinarité et la justice sociale. Les nouveaux programmes intègrent études environnementales, éthique technologique et dialogue interreligieux, en complément de la formation philosophique et théologique traditionnelle. C'est moins un pape noir caché derrière des murs d'obscurité qu'un animateur de réseau collaboratif qui promeut des centres de recherche jésuites en droit international, humanitaire ou en développement durable. L'instruction, loin de rester élitiste, se veut désormais inclusive, ouverte aux communautés marginalisées et à la promotion de la paix. Dans le champ social et pastoral, le supérieur général actuel exerce aussi un magistère moral. Ses lettres circulaires annuelles, adressées aux jésuites et à leurs partenaires laïcs, témoignent d'un engagement constant pour les migrants, la lutte contre la pauvreté et la protection de la planète. Ces messages, souvent relayés par la revue trimestrielle jésuite La Civiltà Cattolica, deviennent des points de référence pour les conférences épiscopales et les congrès nationaux. Quand il condamne les politiques anti-réfugiés ou appelle à une économie plus humaine, il parle en écho aux appels du pape François, lui-même jésuite. Cette convergence ne relève pas d'un complot, mais d'une vision partagée. Aborder les questions globales par le prisme de l'Évangile et de la doctrine sociale. La communication numérique transforme profondément l'exercice du pouvoir jésuite. Sur les réseaux sociaux, le compte officiel de la compagnie diffuse en plusieurs langues vidéos, témoignages de missionnaires et sessions de formation en ligne. À l'ère de la post-vérité, le supérieur général se soucie de la vérification des contenus. Des unités internes de fact-checking répondent aux fausses rumeurs circulant sur les jésuites, qu'il s'agisse d'allégations de complot ou de détournement de fonds. Cette transparence numérique, contrastant avec le secret historique, répond aux exigences d'une génération qui mesure la crédibilité d'une institution à l'aune de sa présence en ligne. Pourtant, cette ouverture suscite des débats internes. Certains jésuites craignent qu'une exposition excessive ne fragilise la confidentialité nécessaire à leur travail d'accompagnement spirituel et de diplomatie discrète. D'autres plaident pour une révolution copernicienne. Faire de la compagnie un laboratoire d'innovation sociale ouvert aux collaborations avec des ONG, des universités publiques et même des entreprises responsables. Le supérieur général doit arbitrer ces tensions, protéger la liberté de chaque province jésuite tout en maintenant une cohérence mondiale. Sur le plan théologique, l'influence du supérieur général se manifeste également dans la préparation des positions de l'Église sur les grandes questions contemporaines. Par délégation du pape, il peut proposer des contributions au synode des évêques, notamment sur la famille, la jeunesse ou l'écologie, dans l'esprit de l'encyclique Laudato Si. Cette participation n'est pas un prolongement du mythe du pape noir manipulant un second concile secret, mais un mode de fonctionnement institutionnel, un ordre religieux spécialisé, sollicité pour son expertise et sa capacité à mobiliser un réseau de penseurs engagés.
Malgré ces actions positives, des voix critiques s'élèvent encore. Elles dénoncent l'inertie de l'institution face aux scandales d'abus sexuels commis par des membres de l'ordre et la lenteur des procédures disciplinaires. Dans plusieurs pays, des associations de victimes ont interpellé le supérieur général pour accélérer les enquêtes et faciliter l'accès aux archives. Ce face-à-face révèle la limite du pouvoir jésuite. À Rome comme ailleurs, la seule autorité spirituelle ne suffit plus pour répondre aux attentes de justice des sociétés laïques. La légende du pape noir cède ici la place à la figure d'un responsable institutionnel soumis à l'examen public. En parallèle, la compagnie se confronte aux enjeux de l'interculturalité. Dans certaines provinces africaines ou asiatiques, les jésuites revendiquent une plus grande autonomie pour répondre aux besoins locaux, de l'alphabétisation rurale à la résolution de conflits ethniques. Le supérieur général doit réconcilier ses aspirations avec les principes universels de la compagnie, obéissance et service global. Cette articulation entre particularités culturelles et universelles jésuites constitue un défi inédit, qui rappelle la balance subtile entretenue par ses prédécesseurs, mais élargit son périmètre d'action. La question des finances reste un autre terrain de vigilance contemporaine. Si les scandales du passé ont forgé des légendes hors noir jésuites, les rapports financiers actuels sont audités par des cabinets externes et publiés dans une optique de bonne gouvernance. Les investissements, désormais axés sur des projets à impact social, sont scrutés par des observatoires indépendants. Le supérieur général encouragera sans doute cette tendance, transformer le cliché du trésor occulte en un fonds au service des initiatives pionnières, de la santé communautaire à l'accès à l'eau potable. En définitive, l'influence du supérieur général aujourd'hui repose sur une dialectique entre tradition et innovation. L'écho persistant du mythe du pape noir témoigne de l'ancien pouvoir de mystère qu'exerçait cet office, voile souvent mis à profit par les adversaires. Mais la réalité contemporaine privilégie une administration ouverte, collaborative et soumise à l'épreuve des faits. Le supérieur général, loin d'être un souverain caché, est à la fois un coordonnateur mondial, un plaideur devant le Saint-Siège et un animateur d'un réseau éducatif et social. Dans le dernier chapitre de notre enquête, nous tenterons de répondre à la question fondamentale. Qu'apprend-on du mystère du pape noir ? Au-delà du romantisme des complots et des fantasmes, quel enseignement tire-t-on de cette histoire sur la nature du pouvoir religieux et la manière dont les institutions façonnent notre compréhension du passé et du présent ? Nous conclurons notre voyage en explorant les leçons à retenir pour l'avenir de la mémoire collective. Au cœur de cette enquête sur le pape noir, c'est d'abord la fascination face à l'invisible qui nous frappe. Un pouvoir supposé si discret qu'il en devient omniprésent dans l'imaginaire collectif. Mais au-delà des rumeurs de complot et des récits ésotériques, ce mystère nous invite à interroger la nature même de l'autorité et la manière dont les institutions religieuses et politiques construisent leur propre légende. Le mythe du supérieur général de la Compagnie de Jésus, planant tel un double éthéré derrière la papauté visible, naît d'un besoin profond. Donner un visage à l'inconnu, projeter sur une figure unique les peurs et les ambitions de chaque époque. De là jaillit une première leçon. Toute narration dominante porte en elle le risque de l'amplification, où le réel, une fois filtré par les enjeux de pouvoir, devient matériau d'une légende souvent plus puissante que les faits eux-mêmes. Cette légende a reposé sur la confusion savamment entretenue entre secret institutionnel et machination occulte. À peine un supérieur général recevait-il des rapports confidentiels qu'on s'empressait d'y déceler des instructions secrètes destinées à renverser roi et pape. En réalité, ces procédures de confidentialité servaient avant tout à protéger des missionnaires et à assurer la cohérence d'un ordre dispersé aux quatre coins du monde. La frontière entre précaution légitime et conspiration imaginaire demeure donc étroite. En retraçant l'histoire des archives jésuites, des procès-verbaux de congrégation et des correspondances codifiées, nous apprenons l'importance cruciale de l'analyse critique des sources. Le plus vieux pamphlet n'est pas la vérité et le document officiel peut dissimuler des intérêts particuliers. Toute étude sérieuse exige de recouper, de dater précisément et de situer chaque document dans son contexte. Cette démarche est peut-être la leçon la plus robuste que nous livre le mystère du pape noir, la vigilance méthodique face aux récits trop séduisants. La construction de la légende s'est nourrie aussi de la méfiance envers les élites. Nobles, médecins, universitaires, clergés. L'idée d'un pouvoir parallèle traduit souvent un sentiment de dépossession, le sentiment que des décisions majeures échappent au regard citoyen ou fidèle.
En ce sens, le pape noir devient le symbole d'une gouvernance opaque, et sa mythologie reflète la soif d'une démocratie plus transparente. Pourtant, lorsque l'on franchit les portes du Palazzo Altam ou que l'on feuillette les registres du Archivio Apostolico Vaticano, c'est surtout le travail d'une administration minutieuse et centralisée qui se révèle. Budget, nomination, rapport de mission. Loin d'exercer un pouvoir occulte, les supérieurs généraux ont bâti, génération après génération, un réseau d'éducation, de diplomatie et de solidarité. Cette réalité pragmatique contraste avec les récits populaires, mais n'en est pas moins remarquable. Le mythe témoigne aussi de la force du graphisme et de la satire. La simple opposition visuelle de la soutane blanche et de la soutane noire a suffi à cristalliser l'idée de deux papautés. Les gravures de rue vendues à bas prix et les caricatures ont pénétré les milieux les moins lettrés, propageant l'image d'un double sombre du pontife. Ici encore, la morale est claire. Les images, plus que les textes, ont souvent façonné la mémoire collective. Les théories du complot, qu'elles aiment viser les jésuites ou d'autres groupes, tirent leur pouvoir de la répétition et de l'émotion. Lorsqu'une rumeur circule sans être démentie, elle gagne en épaisseur et en crédibilité. Le mystère tenace du pape noir montre combien il est difficile de corriger une idée fausse une fois qu'elle s'est enracinée. Nous comprenons ainsi l'enjeu de la contre-information, répondre aux suppositions par la publication rigoureuse des faits sans tomber dans la surenchère dramatique. Paradoxalement, la culture du secret a renforcé la légende. À protéger jalousement les archives, c'est tout un pan d'histoire qui restait hors de portée, stimulant l'imagination des chercheurs clandestins ou des écrivains. Ce n'est que depuis quelques décennies que l'ouverture graduelle des fonds a permis de relativiser nombre d'affirmations, rappelant qu'un excès de confidentialité, même s'il répond à des nécessités légitimes, peut nourrir un terrain fertile aux fantasmes. Le mythe du pape noir nous enseigne enfin l'importance du dialogue entre disciplines, histoire, théologie, sciences politiques, sociologie des organisations. Aucun angle d'approche ne suffit seul à expliquer la genèse et la persistance du phénomène. C'est à la jonction de ces champs de recherche qu'apparaît la complexité des institutions religieuses, leur capacité à concilier mission spirituelle, engagement social et survie organisationnelle. Si le suspense autour du pape noir perdure, c'est aussi parce qu'il offre un miroir à nos propres inquiétudes. Autoritarisme, réseau d'influence cachée, crise de légitimité. En scrutant ce cas extrême, nous apprenons à détecter les mêmes mécanismes dans d'autres contextes. Gouvernement, multinationales, médias. La légende de la papauté noire devient ainsi un outil critique, un rappel constant que le pouvoir, quel qu'il soit, supporte mal l'éclairage direct et s'épanouit dans l'ombre. Au terme de ce voyage, nous réalisons que le véritable mystère du pape noir n'est pas tant un complot insoupçonné qu'une leçon sur la condition humaine face à l'inconnu. Le mythe persiste parce qu'il touche à l'essentiel. La peur de l'invisible, le besoin de nommer ce qui échappe, l'attrait du récit grandiose pour combler les lacunes de l'histoire. Comprendre ce phénomène, c'est se donner les moyens de résister aux fables qui égarent et de valoriser la quête patiente de la vérité. En refermant les pages de cette enquête, nous n'avons pas débusqué un souverain secret sur le trône de la chrétienté, mais nous avons découvert un ordre à l'œuvre, confronté à ses propres paradoxes, aux regards hostiles comme aux espoirs suscités. Le supérieur général, jadis assimilé à une ombre toute puissante, apparaît finalement comme le garant d'une tradition vivante, à la fois discrète et portée vers le monde. Alors que s'ouvre désormais l'ère de la transparence et de la collaboration, le mystère du pape noir nous rappelle l'équilibre fragile entre confidentialité et partage, entre autorité et confiance. À nous, citoyens et chercheurs, de garder à l'esprit que la véritable puissance n'est pas celle d'un secret bien gardé, mais celle d'une institution capable d'affronter la lumière et d'en ressortir plus forte.